On prend les mêmes et on recommence. C'est quoi? C'est genre la 5e fois que j'essaye de tourner cette vidéo. J'aurais jamais cru que filmer un update lecture serait aussi compliqué, mais c'est la 5e fois que j'essaie de la tourner, j'arrive pas à trouver mes mots, je me trouve nulle, enfin j'arrive, et voilà, je bégaye, j'y arrive pas. On va retenter le coup. Et d'ailleurs, vous êtes trop mignons sur les réseaux sociaux quand je vous ai dit qu'il y aurait peut-être pas de vidéo ce dimanche parce que justement j'arrivais pas à la filmer et que vous m'avez dit mais c'est pas grave, mais si ça nous intéresse ce que tu dis, prends ton temps, s'il n'y a pas de vidéo dimanche, c'est pas grave. Vous êtes des amours. Tout simplement. On va retenter de filmer mon update lecture du mois de février. Je vais essayer de pas le faire trop long. Vous voyez déjà ma phrase veut rien dire. Je vais essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas trop long. Mais vous savez que ça je ne sais pas le faire non plus. Cette phrase aussi a eu du mal à sortir. Vous savez quoi? On va tout laisser au montage et on va arrêter de se prendre la tête. Qu'est-ce que vous préférez vous dans les vidéos update lecture? C'est-à-dire dans le sens, est-ce que vous préférez quand les lectures sont classées, c'est-à-dire top flop, tout ça, ou est-ce que vous en avez simplement rien à faire? En général, comme je prends mon carnet de lecture, je vous les fais dans l'ordre en fait où ils sont écrits, donc en général l'ordre dans lequel j'ai lu les bouquins. Mais peut-être qu'il y a un moyen que vous préférez, par exemple vous préférez entendre les meilleures lectures d'abord et ensuite arrêter de regarder la vidéo, ou vous préférez regarder les pires lectures d'abord et ensuite arrêter de regarder la vidéo. J'aime bien regarder les flops moi personnellement. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez une préférence. Et du coup pour celui-là, on va continuer de faire dans l'ordre de lecture. Et là, le mois prochain, si jamais je refais un update lecture et si jamais j'ai plusieurs réponses, j'essaierai de faire selon ce que vous préférez. Il y a un oiseau sur ma fenêtre. Le premier livre que j'ai lu, c'est La sirène et la licorne de Erin Mosta et je lui ai mis 5 étoiles? Oui, 5 étoiles. La sirène et la licorne, c'est l'histoire de Lily, une jeune fille qui se retrouve à aller passer ses vacances chez sa tante qu'elle ne connaît pas très bien. Et là-bas, elle va rencontrer Chris, une jeune fille dont elle va... une jeune femme plutôt. Ou à son lycée... Non, elle est à la fac, je crois, Chris. Donc une jeune femme dont elle va tomber amoureuse. C'est une histoire cucul-à-praline, c'est une histoire bien cliché, comme on les aime ou comme on les aime pas. Moi, personnellement, c'est une histoire bien cliché que je n'aime que quand c'est queer. Parce qu'on y a le droit aussi. C'était tout mignon, c'était pas prise de tête, il y avait vraiment des clichés, genre comme par hasard, Chris est lesbienne ou bi, je sais plus si c'est dit clairement, et comme par hasard, elle a un prénom masculin, elle est un peu masculine, au point qu'au début, quand elle la rencontre, Lily, elle pense que c'est un garçon. Enfin voilà, c'est ce genre de petits clichés là. C'est un petit peu une version sous forme de roman et une version FF de Heartstopper à mon goût, c'est-à-dire que c'est tout doux, c'est cucu, c'est un petit peu cliché pourquoi pas, mais ça parle également de sujets importants comme le fait d'être outé ou harcelé à l'école ou le fait d'avoir eu un accident qui nous empêche de continuer dans une passion ou de la pression des parents, enfin voilà. Le seul truc qui m'a un petit peu dérangée, c'est que j'avais vraiment l'impression que Lily, elle nous était décrite je suis pas comme les autres filles, et ça c'est un truc qui m'énerve. Ça m'a pas empêché de mettre 5 étoiles parce que ça s'est un peu calmé au fil de l'écriture, mais quand même, je veux bien comprendre que les adolescentes, même surtout les adolescentes queer, puis les adolescents aussi sûrement, peu importe votre genre, se sentent exclus, se sentent différents, mais c'est vraiment une trope qui moi m'énerve. Enfin, il n'y a pas de I'm not like other girls. Tu es comme toutes les filles et tu es également différente. Chacun est comme il est et ce qui est attribué aux filles n'est pas forcément négatif en fait. Parce que c'est un peu ça le problème. Le problème c'est que de ce genre de trope, c'est pas de dire que la personne est différente, c'est de dire que ce qui est attribué en général aux filles, c'est pas bien, c'est superficiel, c'est pas intéressant, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Alors je peux comprendre du coup que oui, Lily elle se sent exclue et que oui, Lily elle est pas comme les autres entre guillemets parce que même si elle aime le maquillage, elle aime surtout le maquillage horrifique, parce que elle a les cheveux teintés à l'école, parce que elle se cherche dans sa relation, dans son orientation sexuelle pardon, et qu'elle s'est fait outer et harceler à l'école. Donc oui, je peux totalement comprendre ce genre de choses. Le souci c'est que la première phrase qu'on voit où on nous dit que Lily n'est pas, où Lily se dit pas comme les autres filles, elle se dit pas comme les autres parce que elle aime le maquillage, elle aime la lecture. C'est quoi ça? Elle a des bonnes notes et elle ne sait pas ce qu'elle va faire l'année prochaine. C'est le cas de beaucoup de jeunes filles et de beaucoup de personnes en règle générale au lycée. Voilà. Même si, bon, je veux bien admettre que plus tard, on découvre que le maquillage qu'elle aime bien, c'est du maquillage d'horreur et de science-fiction. Enfin, voilà. Mais cette liste-là, quand je l'ai lue, je me suis dit, bah...
Si, t'es comme les autres filles en fait, ma belle. Désolée. Tu te cherches, et voilà, c'est tout. Oui, et c'est répété à pratiquement tous les chapitres qu'elle a les cheveux arc-en-ciel. Ça aussi, ça faisait un peu, elle n'est pas comme les autres filles, elle a les cheveux teints. Mais au bout d'un moment, on l'a compris. Et en dehors de ça, c'était vraiment un petit roman tout doudou, un petit roman tout doux. Et c'était voilà, très très agréable à lire et je recommande fortement. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée jeunesse qui était absolument magnifique et que je recommande en fait à toutes les personnes qui font de l'anxiété possiblement. Ça s'appelle L'épouvantable peur d'Epiphanie Freyer et c'est 5 étoiles. C'était la bande dessinée que j'aurais dû lire quand j'étais gamine en fait. C'est la bande dessinée dont j'avais besoin. Epiphanie Freyer, c'est une petite fille qui a peur de son ombre et son ombre en fait est... c'est pas personnifié que je cherche comme mot, mais en gros son ombre c'est un monstre qui la suit partout et qui la terrifie. Epiphanie Freyer, elle a littéralement peur de tout. Dès que quelque chose lui fait un petit peu peur, et ben son ombre grandit et devient très violente. Et au début du livre, elle cherche tout simplement une façon de ne plus avoir peur. C'est un univers un petit peu à la Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire c'est un univers complètement loufoque, complètement what the fuck, mais qui a du sens en fait dans l'histoire. À chaque étape, à chaque personnage qu'elle rencontre, Epiphanie demande comment elle peut faire pour ne plus avoir peur. Ce personnage va lui proposer une solution qui ne fonctionne pas, et Epiphanie apprend une leçon à chaque fois de cette découverte. Les dessins sont absolument magnifiques. Il y a des pages qui sont absolument douces et il y a des pages qui sont très angoissantes quand le monstre grandit, mais sans jamais tomber dans l'horrifique, sans jamais tomber dans l'horreur. C'est juste que quand vous avez déjà eu une crise d'angoisse, c'est ça en fait. Il y a un dessin avant l'histoire, un dessin sans parole, plusieurs planches sans parole, où on voit Epiphanie avoir peur et où on voit comment le monstre la traite. Et ce sont de très belles planches et en fait c'est une manière visuelle d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Au final, le personnage de la peur, l'ombre en elle-même, n'est pas si effrayante que ça et elle n'est pas si méchante que ça. Parce qu'au final, cette peur, elle ne veut pas se détacher d'Epiphanie, elle veut rester avec Epiphanie et elle essaye de la protéger. C'est un peu le problème quand on fait de l'anxiété par exemple, mais je cite l'anxiété parce que moi je me suis reconnue là-dedans, mais il y a sûrement pour plein de phobies où en fait... notre peur, elle nous protège. C'est parce qu'on a peur qu'on ne va pas faire face à ce qui peut nous mettre supposément en danger. Et en fait, la peur, elle fait ça. La peur, elle ne veut pas lâcher Epiphanie, elle veut lui faire des câlins, elle veut la garder contre elle, elle veut la protéger du monde extérieur. Mais du coup, au final, Epiphanie, elle fait rien. Elle vit dans cette peur et elle vit prostrée à l'intérieur d'elle-même. Elle lui dit plusieurs fois, je n'arrive pas à respirer en fait, et elle finit par dire, tu ne me laisses pas respirer. Cette peur, elle est vraiment... c'est pas personnifié, je sais plus c'est quoi le mot qu'on utilise pour les animaux, mais c'est pas vraiment un animal non plus. Mais vous verrez, elle est trop mignonne cette bestiole, même si elle est censée représenter la peur, elle est vraiment mignonne. Et donc elle lui dit, j'arrive pas à respirer parce que tu ne me laisses pas respirer. Et au final, elle alimente cette peur, mais sa peur alimente aussi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La morale est très douce et finement menée en fait, où petit à petit, c'est Epiphanie qui se détache de sa peur d'elle-même et qui l'accepte également. Je vous en dirai pas plus parce qu'il faut lire pour comprendre où je veux en venir, mais au final c'est pas vraiment juste ça y est maintenant je suis courageuse ou ça y est maintenant que j'accepte toutes les parties de ma peur. Non, il y a un petit peu des deux, il y a cette idée de il faut que je me coupe de cette peur, il faut que je m'en détache, mais également elle fait partie de moi et peut-être qu'elle n'est pas si méchante que ça. Le livre suivant c'est Dollhouse de Anya Aline, oui c'est ça, de Anya Aline, le tome 1, le carrousel enchanté, non pas enchanté, le carrousel éternel, et j'ai mis 1 étoile. Ça a été une assez grosse déception. Dollhouse, c'est l'histoire de 4 jeunes qui vont dans les montagnes pour prendre des photos pour un exposé. Et Aïcha, donc l'une de ces demoiselles, disparaît. Après plusieurs jours, en fait, où on se rend compte qu'Aïcha n'est pas la première fille à avoir disparu dans ce coin-là de la montagne, le jeune garçon Ethan, qui était avec eux et qui était le petit ami d'Aïcha, se retrouve suspecté du meurtre ou de l'enlèvement d'Aïcha, parce qu'au final on n'a rien retrouvé, et il décide que pour prouver son innocence, il va retourner dans les montagnes pour prouver qu'il n'a rien fait à Aïcha et pour retrouver Aïcha. Avec lui, il embarque Lessie et le personnage principal, dont j'ai oublié le prénom. Je crois qu'elle s'appelle Cassie, donc on va l'appeler Cassie, et si c'est pas ça, tant pis. Il se trouve que c'est pas un petit enlèvement, si on peut dire ça comme ça, je sais pas trop comment dire ça. Aïcha est enfermée dans une maison dans la montagne,
où on la force à se conduire comme une poupée, où elle est torturée, droguée avec les autres filles qui ont disparu. Et ce petit groupe de jeunes se retrouve enfermé là-dedans, à ne pas pouvoir sortir, à être gardé par un espèce de clown géant et une espèce de poupée géante, et à devoir obéir à Jessamine, qui est une petite fille qui se prend également pour une poupée et qui joue avec les autres enfants kidnappés. Le souci, c'est que je pense que c'est censé être quelque chose de terrifiant, d'horrifique, et il y a absolument rien qui fait peur. Et pourtant, ça vient de quelqu'un dont... Je dirais pas que j'ai peur des poupées, parce que j'ai des poupées en porcelaine dans ma chambre, enfin j'en ai deux. Je dirais pas que j'ai peur des poupées, mais bien amener une poupée et un clown, oui, ça peut me terrifier. J'avais lu un livre qui s'appelait Emmuré, je sais plus de qui c'est, je vous avais fait une review aussi il y a un moment sur ce livre, et j'avais été littéralement terrifiée par les poupées dans ce bouquin. Là, rien ne fait peur, et pourtant les personnages sont censés vivre d'une situation horrible, de la torture, ils n'arrivent pas à, psychologique et physique, ils n'arrivent pas à se sauver, et pourtant j'en avais strictement rien à faire de ce qui se passait. Il y a un triangle amoureux qui ne sert à rien, à part à rajouter un petit peu de drama, et un drama qui est littéralement pas nécessaire. Je sais pas pour vous, je me suis jamais fait enfermer dans une maison de poupées avec mon mec et une fille qui est amoureuse de mon mec, mais je pense que le fait qu'ils se soient embrassés, ce soit mon dernier souci. Je pense honnêtement que d'abord, avant de leur faire une misère pas possible ou avant d'être jalouse, je veux me barrer de là. Il y a une totale incohérence dans le personnage d'Aïcha, où quand elle comprend que Cassie et Ethan sont amoureux l'un de l'autre, elle les balance en fait au personnage de Jessamine pour que Cassie se retrouve enfermée dans ce qu'ils appellent le coffre à jouets. En gros, c'est la torture ultime. Être enfermée dans le coffre à jouets, c'est la pire punition, faut vraiment faire la pire chose au monde, et ça a l'air d'être vraiment horrible à l'intérieur, t'entends des voix, t'as l'impression de perdre la tête, enfin voilà. Et donc Aïcha, parce qu'elle est jalouse, fait enfermer Cassie là-dedans, et quelques scènes plus tard, elle lui dit en fait, je suis pas jalouse de toi et Ethan, j'ai toujours su que Ethan était amoureux de toi, donc en fait, je t'en veux pas. Mais tu viens littéralement de la faire torturer, en fait. En parlant du triangle amoureux, on a, pendant cette discussion, du coup, Aïcha explique comment elle a fait pour avoir Ethan comme petit ami, et ça me chiffonne un petit peu beaucoup. En gros, Aïcha est amoureuse d'Ethan, mais il est évident que Ethan est amoureux de Cassie. Et un jour, ils sont allés tous les trois à une fête, et Aïcha a embarqué Ethan, avec elle dans une cabane dans un arbre, je crois, pendant la fête. Il était saoul, et elle lui a dit, de toute façon, Cassie ne t'aime pas parce qu'elle est en train de coucher avec un autre mec. Et du coup, Aïcha et Ethan ont couché ensemble pour la première fois cette nuit-là. Donc non seulement elle le manipule et lui ment, mais en plus, il est saoul. Je suis désolée de vous apprendre, hein, que donc Ethan n'était pas consentant pendant ce rapport sexuel. Et moi, ça m'énerve. J'ai levé les yeux au ciel, je vous raconte même pas, parce que c'est... J'en ai marre de voir ce genre de choses. Et en plus, la ligne d'après, Cassie lui dit « Non mais tu sais, il doit forcément t'aimer parce qu'il a décidé de coucher avec toi. » Non, il était ivre, il a rien décidé du tout. Surtout qu'en plus, elle lui a menti en lui disant « Bah de toute façon, celle dont t'es amoureuse, celle dont t'es amoureux, bah elle t'aime pas. Donc, autant le faire. » Et enfin, je vais vous spoiler la fin, donc du coup, timecode pour aller à la review suivante si jamais vous ne voulez pas connaître la fin. À la fin, on apprend que tout ça, c'est une histoire de fantôme, que cette maison d'édition, n'importe quoi, cette maison de poupées est une histoire de fantôme. C'est un truc avec une histoire de sacrifice, avec le fait de vouloir vivre éternellement, un fantôme qui attend qu'on vienne le chercher, enfin... Et du coup, le peu de peur que j'aurais pu avoir s'est évaporé. Je sais pas vous, mais moi je trouve que le fait de choisir ça comme histoire de fantôme, comme dénouement, c'est facile. C'est facile parce que du coup il y a peu de choses à expliquer et il n'y a pas de horreur humaine en fait. C'est peut-être parce que moi j'ai peur des gens en règle générale, mais moi si on m'avait dit le cerveau de l'opération c'est un mec lambda qui adore torturer des filles en les faisant se transformer en poupées, moi j'aurais trouvé ça 8000 fois plus flippant en fait. Une histoire de fantôme, pas trop. Vous l'aurez deviné, je ne lirai pas la suite. J'ai ensuite lu Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas, que j'ai fini, qui au début j'ai noté 3 étoiles, et puis au final 2 étoiles. Engrenage et sortilèges, c'est un roman adolescent, il me semble, qui mélange steampunk et fantasy. On y suit Grise, qui est une mécanicienne, et Cyrus, qui fait de la magie, qui sont tous les deux dans une académie pour apprendre
à approfondir leur talent en fait. Et un jour, on essaye de les kidnapper et donc ils doivent se sauver. Et comme ils se détestent, ils doivent quand même survivre main dans la main et comprendre pourquoi des gens se sont infiltrés dans l'académie la mieux protégée du monde pour les kidnapper eux spécifiquement comment renverser tout ce système. En fait. Le résumé était pas ouf. Ça fait un moment que je l'ai lu. Quand j'ai fait la première lecture de ce livre, en fait, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. J'ai trouvé que les dialogues étaient super et donc du coup, même si c'était pas la meilleure lecture du siècle, il a eu 3 étoiles. Mais maintenant que j'y réfléchis, en fait, une bonne plume, pour moi, c'est pas suffisant. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est suffisant, qui disent que s'il y a une bonne plume, le livre se suffit. Il y a aussi l'équipe qui dit que s'il y a une bonne intrigue, t'as pas besoin d'une bonne plume, ça se suffit. Pour moi, il faut les deux. Et la plume était super, j'ai beaucoup aimé. Mais l'intrigue, je l'ai trouvée basique au possible, un petit peu prévisible sur certains points. Et j'ai pas accroché en fait, tout simplement. C'est vraiment pas que c'était mauvais ou quoi que ce soit, c'est que moi personnellement ça m'a pas parlé plus que ça. Mon personnage préféré c'est un familier qui s'appelle Quint. À partir du moment où vous mettez un chat dans un livre, de toute façon, moi c'est fini, mon personnage préféré c'est le chat. Hein. Même s'il parle pas. Là il parle. J'ai pas grand chose à vous dire de ce livre en fait, je pense qu'il faut que vous le lisiez de vous-même parce que j'ai pas grand chose à dire. C'était pas mauvais, c'est juste que moi voilà, l'intrigue m'a absolument pas parlé et... Est-ce que je vous dis le « et » qui est en train de me venir? Spoiler? C'est un tout petit spoiler. Et c'est un spoiler, honnêtement, si vous lisez beaucoup de romans, vous allez vous y attendre. Mais si jamais, on passe à la review suivante. À la fin, ils finissent ensemble, tous les deux. Parce qu'un garçon et une fille ne peuvent tout simplement pas être amis. Alors je sais que j'écris des romances dans mes romans aussi. Mais c'est des romances queer, alors ça compte pas. C'est mieux. Non mais au-delà de ça, j'ai du mal en fait à ne pas trouver... Pourquoi on trouve pas de bouquins comme ça où ils restent tout simplement potes jusqu'à la fin? Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment à la fin. Genre vraiment, on nous parle pas d'amour au milieu du bouquin, on nous parle pas de tout ça. C'est vraiment les dernières lignes du bouquin, on comprend que ils vont probablement sortir ensemble après cette aventure. Moi, ce qui m'énerve, c'est que lui, il la harcelait quand même au début du bouquin. Moi, j'aime bien les enemies to lovers, mais des fois, il faut doser le truc. Au début du livre, il la harcèle pour rien. Le mec, entre les classes, il se fait chier à traverser tout le bahut avec ses potes pour aller l'emmerder. Pourquoi? On sait pas. Juste parce qu'elle est là et qu'elle se laisse faire. D'ailleurs, elle se laisse pas forcément faire. Donc, je dis pas que leur relation évolue pas au fil du livre, mais ils auraient pu juste devenir amis. Pas forcément être en couple à la fin. Le livre suivant que j'ai lu, c'est Deviens jeune auteur de Christopher Hedge. Et je ne peux pas noter ce livre. Parce que tout simplement, ce sont des conseils d'écriture qui en plus me concernent pas, parce que c'est du coup pour devenir jeune auteur, donc pour commencer son premier roman. Et donc ça me concerne pas, parce que moi mon premier roman il est écrit depuis belle lurette. Ça me concerne pas non plus parce que ça parlait principalement pour les auteurs et autrices architectes. Ça parle beaucoup de planifier, ça parle beaucoup de tout ça, et moi je suis jardinière jusqu'au bout, donc voilà. Est-ce que les conseils étaient 100% mauvais du coup parce qu'ils me concernaient pas? Non, il y en avait des bons, il y en avait des très intéressants, il y en avait des intelligents aussi, mais il y avait également des trucs sur lesquels j'étais pas du tout d'accord, donc du coup je peux pas décemment noter ce type de manuscrit, parce que si je mets 5 étoiles, c'est dire que si tu fais autrement, c'est pas bien, et si je mets 0 étoile, c'est dire que si tu fais comme ça, c'est pas bien. Alors qu'en fait, chacun sa méthode, en fait. Tranquille, mon pote, tout va bien. Parmi les trucs que j'ai bien aimé, par exemple, on diabolisait pas les réseaux sociaux pour dire si tu vas sur les réseaux sociaux au lieu d'écrire, nana. Non, on parlait des réseaux sociaux comme quelque chose qui peut t'aider justement à t'améliorer. Qu'est-ce qu'il disait également? Il disait que le fait d'être auteur, c'était pas simplement écrire un roman. Si tu veux en faire ton métier, il y a encore plein de choses derrière qui sont importantes. Les salons, les clubs, enfin, tout ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai bien aimé? Oui, il parle des recherches en disant que si ça fait 15 ans que tu fais des recherches, alors 15 ans c'est beaucoup, hein, mais que si tu te noies dans tes recherches, si tu fais beaucoup trop de recherches, si ça fait des mois que tu fais des recherches, t'as peut-être simplement peur de commencer à écrire et que de toute façon il va falloir t'y mettre. Des trucs qui me plaisaient pas, comme la manière dont était amené le fait de s'inspirer d'autres œuvres pour écrire. J'aimais pas la manière dont c'était dit, je suis pas forcément contre l'idée parce que je pense qu'on s'inspire tous plus ou moins volontairement de ce qu'on lit et de ce qu'on regarde, mais la manière dont c'était amené, ça m'a pas plu. Il y a également un moment où il dit que tous les auteurs veulent être lus. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui écrivent juste pour écrire et qui n'ont pas envie d'être lus. Tous les auteurs n'ont pas envie d'être publiés et tous les auteurs n'ont pas envie de
partager leur travail. Ensuite, j'ai lu la bande dessinée Jeannot de Loïc Clément et de Carole Morel. J'arrive pas à me relire. On va dire ça. Jeannot, c'est l'histoire d'un petit papy qui, avant de devenir petit papy, a perdu sa fille. On ne sait pas trop comment au début de l'histoire, mais il a perdu sa fille. Du coup, avec sa femme, ça s'est mal passé, ils se sont séparés, et c'est un petit papy qui est très malheureux. Et depuis ce jour, Jeannot entend parler les plantes, ce qui pourrait être un petit peu handicapant, puisqu'il est jardinier, ou en tout cas, il travaille pour les parcs et jardins de sa ville. Et au moment où il prend sa retraite, il devient encore plus bougon, et surtout, il déprime en fait, le petit Jeannot. C'est une histoire qui a rendu mon cœur tout mou. C'est peut-être pas à donner aux plus petits. C'est une bande dessinée qui est en tout cas rangée au rayon jeunesse. C'est moi qui l'ai équipée et tout, dans mon rayon. Donc du coup, voilà. Mais c'est peut-être pas trop jeune non plus, parce que je pense que tous les enfants ne comprendraient pas. Et puis parce que c'est un petit peu triste, même si la fin est jolie. C'est triste, on parle d'un monsieur qui a perdu sa fille et qui depuis ne va pas bien, en fait. Qui s'acharne sur des arbres amoureux, enfin c'est, voilà, les arbres parlent, il a un couple d'arbres dans son jardin. Il a dans son jardin 2 arbres qui sont amoureux et qui n'arrêtent pas de se dire des mots d'amour, et à chaque fois il va les tailler parce qu'ils ont 2 branches qui s'entremêlent. Et en fait, quand leurs branches s'entremêlent, ils se disent « Oh mon amour, oh mon tout doux, oh tout ça », et donc il passe son temps à tailler les branches pour que ces 2-là se parlent plus en fait. Il s'embrouille également avec les arbres dans le parc où il va, parce que les arbres n'arrêtent pas de lui dire « Vous pouvez me couper juste les pointes et tout ?» Et il leur dit « Je suis pas ton coiffeur ». Enfin voilà, c'est plein de petites blagues comme ça, avec un fond assez triste en fait, parce que maintenant qu'il peut plus être jardinier, il se sent un petit peu seul et il s'énerve un petit peu contre tout le monde. Au bout d'un moment, il y a une petite grand-mère qui juste le regarde parler tout seul dans un parc et il l'insulte en fait, parce que il est en colère. Il est triste, il est profondément déprimé et il est en colère contre tout le monde en fait. Et il n'arrive pas à laisser rentrer le bonheur. Il y a une page vraiment belle et triste sur le fait qu'il n'y a pas de mots pour décrire un parent qui perd ses enfants. C'est une chanson de Linda Lemay, ça. Partie de moi que vous connaissez peut-être pas, mais je suis une grande fan de Linda Lemay, qui est une chanteuse québécoise et qui a écrit une chanson pour Patrick Sébastien. Alors on aime ou on n'aime pas Patrick Sébastien, je n'aime pas du tout Patrick Sébastien, mais on sait que Patrick Sébastien a perdu un fils, et Linda Lemay lui a écrit une chanson qui s'appelle Pas de mots. Et dans cette chanson, elle dit un truc du genre, je l'écoute pas souvent celle-là parce qu'elle est triste, mais qui dit quand on perd ses parents, on s'appelle orphelin, quand on perd son époux, on s'appelle veuf, mais il n'y a pas de mots pour décrire le père qui porte son garçon au cimetière. Et donc il y a une page comme ça, où on voit une fleur qui fane, et où on nous dit pratiquement la même chose, que les enfants qui perdent leurs parents sont des orphelins, mais que les parents qui perdent leurs enfants, eh ben il n'y a aucun mot pour exprimer leur douleur, et que c'est cette absence de mots qui fait mal à Jeannot en fait. Il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent. Alors au-delà du fait que c'est triste, les plantes sont trop drôles. Les plantes, elles chantent des chansons, les plantes, voilà, elles disent qu'elles veulent qu'on leur coupe que les pointes, que tout ça. Les plantes sont hilarantes, moi je les aime trop. Donc c'est évidemment, c'est une bande dessinée que je conseille, et j'ai mis 4 étoiles. Un autre 4 étoiles, j'ai lu le tome 1 et 2 de L'Auterflamme. Alors je vais pas avoir grand chose à vous dire parce qu'en fait c'est une petite bande dessinée un petit peu basique pour les jeunes. C'est de la fantaisie, c'est très mignon, mais ça m'a beaucoup plu. Mais de là à parlementer dessus... L'Auterflamme, c'est l'histoire de l'Auter et de son chat Chatterton qui parle. Et d'ailleurs je suis sûre d'avoir lu une autre histoire avec un chat qui s'appelle Chatterton. Ça me dit un truc. Enfin bref, l'Auter c'est un chasseur de monstres, de démons, ou je sais pas quoi, comment ils disent, chasseur de créatures, et son pouvoir à lui c'est de dessiner les créatures pour les enfermer dans son livre. Et il est encore en train d'apprendre, c'est-à-dire que s'il croise, je sais pas moi, un loup-garou, eh ben il doit faire un sort pour dessiner cette créature et enfermer la créature dans ce livre, et donc sauver les personnes qu'elle terrorise. Un jour il y a une jeune femme qui vient les voir, je sais plus comment elle s'appelle, qui leur dit qu'elle entend un hurlement tous les soirs chez elle et qu'elle est terrifiée. Alors il décide donc de s'y rendre, et
Au début, il pense que c'est le coq qui lui fait peur, et donc ils repartent en disant bon, on s'est déplacé pour un coq, mais il se peut qu'il y ait vraiment une créature qui terrorise le village. J'aime beaucoup l'idée de dessiner les créatures pour les capturer, j'aime beaucoup le personnage de Lothaire et le personnage de Chatterton. Franchement, il y a un chat, moi quand il y a un chat qui cause, puis un chat qui cause dans un petit costard, franchement, moi ça me suffit, il n'y a pas besoin de plus. Ça reste un petit peu cliché, le rythme est un petit peu étrange, des fois c'est pas terrible. Évidemment, c'est une histoire où il a perdu sa mère et vous vous doutez que en final sa mère en fait elle n'était pas si morte que ça, c'était pour le protéger, pour tout ça, enfin voilà, c'est un petit peu toutes les tropes qu'on peut trouver dans la fantasy pour des enfants. Le dessin est magnifique par contre. Le dessin c'est un truc de ouf, c'est absolument, c'est magnifique. Et enfin le dernier livre que j'ai lu, oui on a pratiquement terminé, c'est également un livre que je ne peux pas noter, qui s'appelle Vampires Never Get Old, et qui est donc un recueil de nouvelles sur les vampires, que d'ailleurs j'ai dans ma bibliothèque. Je vais aller vous chercher parce que celui-là c'est le mien. Le cadre a peut-être un petit peu changé parce que j'avais plus de mémoire, j'avais plus de place dans mon téléphone, du coup j'ai dû brancher mon téléphone pour supprimer le reste des vidéos que j'ai filmées aujourd'hui pour faire de la place pour cette fin. Donc j'espère que mon ordinateur ne va pas planter et supprimer toutes mes sauvegardes des 2 dernières heures que je viens de passer à vous parler. Enfin bref, on est presque arrivé à la fin de cet update, on va pas commencer à faire des bêtises tout de suite. J'étais donc allée chercher Vampires Never Get Old, que j'ai du coup dans ma bibliothèque. Donc ça c'est la version avec le Dust Jacket, et ça c'est la version hardback, à chaque fois je vous le mets à l'envers, hardback, que je vous ai donc présenté dans ma première vidéo de 2021 il me semble, qui était ma palle de 2021. Et je ne peux pas donner de notes à ce recueil de nouvelles pour la simple et bonne raison que il y a des nouvelles que j'ai adorées et des nouvelles que j'ai détestées, et donc je peux pas donner une note en fait, c'est pas possible. Je pourrais donner une note individuellement par contre à chaque nouvelle. C'était le premier recueil de nouvelles que je lisais vraiment, j'ai déjà lu des nouvelles de copines ou tout ça, des nouvelles sur internet et tout, ou en cours par exemple, tout seul, mais jamais un recueil de nouvelles sur le même thème. C'est simple, c'est des histoires de vampires, et à la fin de chaque nouvelle, vous avez un petit texte des éditrices qui vous explique un peu ce que le texte voulait dire, ce qui était caché derrière le texte et l'importance des vampires dans la pop culture. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez ce que je pense des vampires parce qu'il y a une vidéo qui date sur cette chaîne qui s'appelle Qu'est-ce que vous ont fait les vampires, ou ils vous ont fait quoi les vampires, qui vous explique pourquoi j'ai beaucoup de mal avec les vampires. Principalement parce que ce sont des histoires de pédophilie un peu cachées quand même, hein. Oui, on va oser le dire, parce que un homme de plus de 100 ans qui se tape une adolescente de 16 ans, c'est du détournement de mineur. C'est pas normal. Désolée. Donc du coup, j'ai essayé de faire abstraction de ça, on va dire. Et il y a certaines histoires qui étaient sympas. Le souci, moi, avec les nouvelles, c'est que je trouve ça beaucoup trop court. Les nouvelles que j'ai préférées, je veux savoir la suite, en fait. Je veux savoir ce qui se passe. Ma nouvelle préférée s'appelle Senior Year Sucks. En gros, la terminale ça craint, mais avec un jeu de mots sur sucks, parce que les vampires, ça suce le sang, voilà. Et c'est un univers très Buffy contre les vampires. D'ailleurs, il y a des références à Buffy contre les vampires dans l'histoire. Et je veux savoir la fin. Pour moi, c'est pas une fin. C'était super, j'ai adoré lire. J'ai l'impression d'avoir vu, en fait, le premier épisode d'un spin-off de Buffy contre les vampires. C'était génial, mais il me faut une suite. Ça peut pas s'arrêter là comme ça. Et en fait, c'est le problème de pratiquement toutes les nouvelles que j'avais là. C'était que moi, je reste sur ma fin à la fin. Que la fin soit ouverte ou fermée, je veux en savoir plus. J'ai l'impression qu'on m'en dit pas assez. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à écrire des nouvelles. Et même la nouvelle de V.E. Schwab, qui est dans mon top 4, j'ai fait un top 4. Pourquoi 4 ? Complètement. Moi, j'avais principalement acheté ce livre, donc. Il est vraiment beau, hein, sans la jaquette. Parce que je veux découvrir plus de V.E. Schwab, parce que j'ai beaucoup aimé Vicious, même si j'ai pas aimé Vengeful. Et elle est en 3e position, et cette histoire-là aussi, je veux savoir la suite, en fait. C'est une histoire du même style, comme une Buffy contre les vampires aussi, c'est une vampirette et une chasseuse de vampires qui se flirtouillent, mais qui n'ont pas le droit non plus, parce que les deux doivent se tuer, enfin bref. Et à la fin, elles se rendent compte que l'une est une vampire et que l'autre est une chasseuse de vampires. Et la dernière phrase, c'est quelque chose du style que la chasse commence. Qu'elle commence en fait. Je veux voir la chasse. Non? Ok. Donc du coup,
mon petit top 4, ma préférée c'était Senior Years Suck, et ensuite j'ai aimé Mirrors, Windows and Selfies, qui est un petit garçon, enfin un petit garçon, non, un adolescent vampire qui écrit un blog. Et il y a beaucoup de références à la pop culture là-dessus, puis la pop culture surtout la culture des auteurs et des autrices sur internet, de la fanfiction, de Wattpad. Il y a une référence à AO3 par exemple, qui est comme Wattpad, surtout pour la fanfiction, enfin voilà. Il y a beaucoup de références comme ça, c'était super sympa. First Kill, donc, de V.E. Schwab, et A Guidebook for the Newly Sired Daisy Vampire, qui était très sympa également. Voilà, c'était mon update lecture. On aura réussi à arriver jusqu'au bout. J'espère réussir à la monter sans trop de dégâts, parce que ça va me gonfler, parce que bah, on a enfin réussi à la filmer quand même. Je vous embrasse. Plein de bisous partout sur vos joues. Voilà. Et on se revoit la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et ce que vous comptez lire au courant du mois de mars. Pour le moment, ma première lecture, ça sera When We Were Magic. Je vois pas l'auteurice d'ici, donc When We Were Magic, vous avez voté pour ce livre-là sur Instagram. Donc ça sera ma prochaine lecture. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine.